IDFM 98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Une émission par téléphone ce soir avec Christian Le Gall autour de son livre Paris est une gazelle. Le thème de ce soir, c'est la Kundalini, une expérience à vivre ou à éviter, point d'interrogation. On va l'accueillir. Bonsoir Christian. Bonsoir Joël, je vous remercie infiniment de votre accueil. D'accord. Donc, on va parler de Kundalini, mais déjà, pourquoi Paris est une gazelle ? Alors voilà, donc c'est le titre de mon troisième roman qui va être édité dans quelques jours. Là, j'ai préféré les moyens modernes d'édition parce que j'ai déjà eu plusieurs livres d'édités, dont un toujours en vente, qui s'appelle Voyage à Luxandor, et puis qui a été édité il y a une quinzaine d'années. Et je suis tellement aux antipodes de la politique de cet éditeur actuellement que je ne lui ai pas proposé mon texte. Donc ce texte-là va être édité bientôt. Paris est une gazelle. Pourquoi ? Eh bien, je serais tenté de dire qu'il faudrait lire le livre pour le comprendre. Je pense que c'est associé à la notion de roue. Parce que gazelle, en réalité, c'est une bicyclette. Et le G est majuscule, puisque c'est une marque de vélo. Voilà. Et donc, le fil conducteur du roman, c'est une bicyclette et une Kundalini. Enfin, la Kundalini. Bon, j'ai pas lu votre roman, je suis assez étonnée. Bon, c'est pas grave. Vous êtes étonné de quoi ? De la bicyclette. C'est pas en faisant du vélo qu'on fait une montée de Kundalini. Non, mais certes. Mais bien sûr que non. Mais la roue, c'est un chakra est une roue. Et les chakras, j'ai eu l'occasion d'en voir deux, ressemblent exactement à une roue de bicyclette. D'accord. Mais il faut comprendre tout ce processus et j'ai voulu un titre un peu léger parce que le thème est grave. Et étant sans doute réactionnaire, pour moi, ce livre, donc, qui sera publié dans quelques jours, mériterait une censure. Je m'explique. C'est-à-dire que je le déconseillerais très fortement en dessous de 27-28 ans. Ça peut paraître curieux. Non, il ne faut pas le déconseiller, puisque ça peut permettre à ceux qui ont moins de 27 ans, justement, de ne pas se laisser prendre. Alors, donc, on va essayer de dire un peu ce qui vous est arrivé. Vous êtes né dans les années 60, hein, c'est ça ? Oui. Vous êtes un Breton qui a étudié à Bordeaux. Ensuite, oui. Vous êtes parti faire des études, plus ou moins de refaire votre anglais à Oxford, c'est ça ? Non, j'ai enseigné le français à Oxford. Donc vous parliez très très bien l'anglais à cette époque-là. Et l'italien, et toujours. Et toujours, et vous vous êtes mis à l'allemand. Oui. Et vous êtes venu sur Paris à un moment pour faire du théâtre, hein, je crois. Absolument. Vous êtes un théâtre. Et du chant lyrique. Et du chant lyrique. Donc tout allait bien pour vous, on peut dire. Alors j'avais une vie absolument extraordinaire. Mais est-ce que je peux revenir sur un point ? Oui, bien sûr. Je suis en désaccord avec vous me permettrez, gentiment. Oui, moi, mon écriture est sulfureuse. Je ne suis pas scorpion pour rien. Donc, je déconseille la lecture de tout ce que j'écris en dessous de 27-28 ans. Je vais vous dire pourquoi. Le problème de ce type de livre, de Paris est une gazelle, c'est que si vous voulez, quand une personne est très jeune, il y a, à mon avis, automatiquement, je me trompe peut-être, je peux me tromper, une forme d'immaturité. Et certaines personnes, en lisant ça, peuvent être, au contraire, tentées l'expérience. Est-ce que ce que je dis a un sens pour vous ? Mais il y a plein de livres sur la Kundalini, donc... Oui, mais si vous voulez, mon livre est érotique et ésotérique. Ah, et le cocktail est dangereux. Comme vos blogs d'ailleurs, hein. Là je suis sur lebrebigalleux.blogspot.fr. Il y a des choses un peu sulfureuses dessus, je suis d'accord avec vous. Ah mais je suis sulfureux, donc je déconseille aux personnes en dessous de 27-28 ans de lire ce que j'écris.
comme les livres sur la Kundalini, lus par des personnes par des personnes très jeunes, pour moi, sont dangereux. Et je vous remercie, Joël, de me permettre de lancer un coup de gueule, parce que sur Internet, il y a une publicité sur la Kundalini qui m'épouvante. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Donc, on va un peu en parler. Moi, j'ai pas lu votre livre, hein, Paris est une gazelle. Personne ne l'a lu, sauf moi, jusqu'à présent. Ben oui, j'ai juste lu ce que vous racontez un peu, donc, sur votre blog, Le Brebis Galeux, avec un seul L à galeux.blogspot.fr, et vous tapez sur Kundalini. En réalité, ça, c'est l'ancien blog, hein. Il n'est même plus valable. Maintenant, c'est un autre blog qui s'appelle le Galinacé, mais c'est une suite, quoi. D'accord. En tous les cas, le texte que j'ai lu, c'est sur ce blog-là. Oui. Alors, donc, vous êtes arrivé à Paris pour faire du théâtre, on est d'accord? Absolument. Vous rencontrez des musiciens chez lesquels vous vivez, vous avez 21 ans à l'époque, hein, c'est ça? Voilà, j'ai 21 ans pile. Je suis dans un bonheur extraordinaire. Donc là, nous sortons du roman. Là, c'est votre histoire qu'on raconte, hein, c'est pas un roman. Non, mais là, c'est-à-dire, le roman est une histoire, mais là, effectivement... On va pas raconter le roman, on va raconter votre histoire. Là, je raconte mon histoire réelle. Qui fait que je pense avoir l'autorité, ça peut sembler aberrant, mais de parler de ce phénomène que je vis donc depuis plus de 30 ans. Bon. Donc dans les années 80, je suis extrêmement heureux. J'arrive à Paris, je rencontre des musiciens, etc. Bon. J'étais totalement euphorique. C'est un état très important à décrire. Donc euphorique, extraordinairement comme j'ai déjà dit, heureux. Vraiment, c'était le plus beau moment de ma vie, qui s'étale entre 18 et 21 ans. Bon. Des études réussies, etc. Oxford, l'Italie, enfin bon, Fellini, Mina, dont je vous ai parlé, tous ces artistes que j'ai découverts. Enfin, vraiment, moi, j'ai vécu dans ma vie le bonheur. Et j'avais une espèce de petite capacité, sans aucune formation, j'appellerais pas ça un dédoublement. J'appellerais, disons, pas une capacité. Je le prenais pas comme une capacité du tout, c'en est peut-être pas une. Le plaisir, si vous voulez, de décoller mentalement et d'avoir l'impression de me promener dans l'espace. Mais vraiment une impression. Je ne sais dire que c'est un voyage astral, je ne sais pas du tout. Bon. Et un matin, dans ce cadre-là, dans ce Paris des années 80, entouré d'artistes pour lesquels j'avais une forme d'admiration, etc. J'étais très pauvre à l'époque, j'étais logé, donc j'étais personne, tout petit moment. Un matin, je me réveille avec une douleur au périnée, exactement. Alors le périnée, bon, excusez-moi de l'indélicatesse, mais ça se situe exactement entre les organes génitaux et les fesses. Et l'anus, on peut dire. Oui. Voilà. Donc, je sens une petite brûlure, là. Une petite brûlure. Curieuse. Bon. Sur la petite brûlure ne cesse pas. Ah oui, non seulement ça, le matin où c'est arrivé, je me sentais tout bizarre. Vraiment étrange. Et je brosse mes dents, ça c'est un souvenir très, très net, je brosse mes dents, mes gencives se mettent à saigner. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je retourne à Bordeaux récupérer des affaires, je reviens à Paris, la brûlure ne passe, mais les douleurs de cette brûlure montent. La brûlure, en réalité, ne passe pas, elle évolue tout au long de l'arbre génito-urinaire. Vous allez consulter des médecins? Je vais consulter des médecins. Y compris un urologue? Absolument. Ah oui, c'est vrai, vous avez lu le texte. Donc, je vais consulter des médecins, des urologues, etc. Ça ne pouvait pas être une maladie vénérienne, bref.
Puis ça ne ressemble en tout cas pas de fièvre, pas de rien du tout. À la même époque, il y a donc le sida. Je me dis peut-être que j'ai une forme de sida sans le savoir. Enfin bon, j'essaye tout, on ne trouve rien. Je n'avais pas de fièvre, pas de ganglions, pas d'amaigrissement, rien du tout. Mais par contre, une grande fatigue et des insomnies. J'essaye d'aller un peu vite parce que sinon, on n'arrivera pas à tout couvrir. Des étouffements, des angoisses, des brûlures, etc., surtout aux articulations. Et des visions de points lumineux furtifs. Oh là là. Non, ça arrivait plus tard. Oh là là. Bien, on arrive beaucoup trop tôt là. Et ensuite donc, de fil en aiguille, à Paris, je rencontre une astrologue. Qui vous dit que vous êtes chargé. Et voilà, qui me dit exactement que je suis chargé. Un homéopathe. Un homéopathe, 47 rue de Rome, bon. Qui vous dit que vous avez attrapé une saloperie. Je cite, je vous cite. Que j'ai attrapé une saloperie, qui n'a nullement pensé à une Kundalini, etc. Qui m'envoie chez un rebouteux dont je peux donner le nom, il s'appelait Monsieur Guinbert, qui était le maître spirituel de Sheila, qu'elle cite dans Chemin de Lumière, donc qui est bon. Et puis, je vois donc ce rebouteux clairvoyant, qui me reboot et puis qui observe mes corps éthériques. Et que je vois tout à coup s'effondrer. Et donc, j'apprends que je porte sur le dos une énergie rouge et noire qui fait 50 cm d'épaisseur. La première chose qu'il me dit, c'est « je ne sais pas ce que c'est ». J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, voilà. Je n'ai jamais vu ça. C'est fort, c'est noir et rouge, cela fait 50 cm d'épaisseur. Voilà. C'est étalé sur l'ensemble de votre dos, c'est vivant, c'est sans nul doute une entité démoniaque. Voilà comment est conclu. Donc vous imaginez la tête que j'ai tirée en sortant de son cabinet. Vous vouliez vous suicider. J'ai pensé me suicider. Et il vous a dit non, c'est pas possible. Et il m'a dit absolument, je l'appelle, et il m'a dit, surtout ne faites pas de bêtises. Voilà. Il vous a dit non, pas de suicide parce que vous en aurez pour des siècles. J'en aurai pour des siècles. Vous lui dites, est-ce que je peux appeler Dieu? Il dit, mais Dieu ne s'occupe pas de cela. Ça, c'est pour moi une des choses les plus. Ça fait partie encore des choses horribles qu'il m'a dites. Dieu ne s'occupe pas de ça. Là, sur ce, il me donne simplement un conseil, d'aller dans un monastère. Donc, je vais dans un monastère à Haute-Combe et j'ai fait la connaissance d'ailleurs du frère de Jacques Lacan. Qui est moine. Qui était moine, oui. Donc, dans les années, tout ça, fin des années 80 et compagnie. Et puis, avant ça, on va, avant, juste un petit peu avant d'aller à un monastère, après, disons, les aveux de Guinbert, les phénomènes paranormaux commencent. Réels. C'est là que vous commencez à voir... Non, d'abord ça a commencé par un meuble. C'est-à-dire que je brûlais tellement que j'ai crié « Je hais Dieu ». Bon, c'est pas très gentil de ma part, mais pour moi c'était insupportable que, entre guillemets, Dieu permette ça, quoi. Et j'ai mon armoire dans le petit logement où j'habitais à Paris, là, dans le 10e. Bon, bref, j'ai mon armoire qui a fait un bruit absolument phénoménal. Et donc, j'étais sidéré et en même temps content parce que je me suis dit, bon, ça y est, effectivement, on me raconte pas de conneries, il y a bien quelque chose d'anormal et d'occulte qui se passe. Bon. Ensuite, donc, je vais en monastère. Je joue une pièce de théâtre aussi parallèlement. Je vais au monastère. Et puis là, autre phénomène paranormaux, un peu semblable. J'étais dans une aile du monastère complètement isolée. Il est immense. Et puis, les meubles se sont mis à craquer tout autour. Bon. Tout autour de ma pièce, les meubles craquent, craquent, craquent. Je rentre dans la pièce d'à côté où il y avait le plus de bruit, avec une croix, et je dis, c'est ce carnage, au nom du Christ ou je ne sais quoi, tout s'arrête. Tous les bruits s'arrêtent. 20 minutes après, ça recommence. Bon. Donc, je ne vous dis pas l'angoisse. J'en parle aux prêtres, etc. Bon, suite à ça, je change de fil en aiguille. Ces prêtres, ces moines, me font connaître des gens d'un mouvement suspect qui s'appelle le renouveau charismatique. Oui, pour faire un exorcisme. Voilà, une forme d'exorcisme.
Et donc je vais dans cet autre monastère où il n'y avait que des gens drogués, etc. Enfin bon, moi tout à coup, je passe du sommet de la vie parmi les paumés, quoi. Donc dans ce monastère, alors là c'est ce que j'appelle le Broadway de l'occulte. Je dormais dans un dortoir. Je descends pour aller faire pipi. Je passe par la pièce d'en bas. Je passe par la cuisine. Je vois un point lumineux à 1,50 m du sol. Je sors de la cuisine stupéfait. Je rentre par l'autre porte de la cuisine. Et là, je vois 7 points lumineux qui formaient une forme géométrique parfaite. Un hexagone. Je suis resté bouche bée devant le phénomène. Et c'était un phénomène objectif. C'était devant moi, des points lumineux que j'ai observés. Peut-être, je suis resté 1 minute. J'ai pas attendu que ça parte, j'ai pas osé toucher, je n'ai rien fait, je suis resté bouche bée. Bon. Je suis remonté dans le dortoir, ne comprenant pas ce qui m'arrivait, évidemment. Et là, j'ai senti un souffle qui est passé au-dessus de moi, et un souffle qui me semblait démoniaque, réellement, en effet. Et ce souffle était tellement puissant et tellement réel, dans une pièce totalement close, où d'autres personnes dormaient, qu'il a fait tomber la poussière du mur. Donc j'ai pas rêvé, j'ai bien senti ce souffle. Et j'ai fait un rêve comme quoi il y avait des entités qui voulaient m'accrocher et m'emmener dans leur base astrale ou je ne sais quoi. Je vois un exorciste, rien du tout, sauf une chose intéressante. C'est ce qu'on appelle chez les chrétiens la descente de l'Esprit Saint ou Shiva chez les hindouistes. Chez les hindouistes, voilà. Et en effet, une force mais absolument m'a labouré en passant par le sommet du crâne. Donc c'est descendu là cette fois-ci, c'est pas monté. Absolument, c'est descendu. Au lieu de monter, là une force est descendue. Une force qui m'a totalement labouré. Et j'étais parcouru de frissons, c'était un moment extraordinaire. Donc là, c'était plutôt jouissif. C'était tout à fait, c'était tout à fait positif. Des années plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, je souffrais toujours autant, par contre. C'est ce que j'ai dit à l'exorciste, qui s'appelle le père Alter. Bon, je donne les noms. Il est sur Internet, vous pouvez le voir, le père Alter. Donc, je perds le fil là un petit peu. Oui. Je souffrais toujours autant. Donc vous êtes allé revoir des médecins qui vous ont dit que vous aviez des spasmophilies, après de la fibromyalgie. Oui. Mais alors, vous avez essayé de faire de l'aïkido parce que ça vous rendait quand même relativement nerveux, donc vous essayez de sortir toute cette colère quelque part. Et puis, alors je vais finir sur les phénomènes paranormaux de l'époque. Et donc, avant l'aïkido, tout ça, un autre phénomène. C'est là où vous voyez la gazelle. Non, pas du tout. Les roues de chakra. Oui, enfin, c'est-à-dire que voilà, il m'est arrivé 3 choses. Par vision intérieure. En réalité, 4 choses par vision intérieure. Au moment où les meubles ont craqué, ça, je reviens un petit peu en arrière. Au même moment, un visage triste m'est apparu dans le noir de mes paupières, comme sur un écran de cinéma. Ça n'a rien à voir avec l'imagination, rien du tout. Un visage absolument dessiné comme celui de gens qui pleurent. Oui, vous avez eu une vision. Oui, mais dans vision, il y a comme si c'était faux, quoi. Tandis que là, oui. Ah non, dans les visions, c'est complètement réel. Voilà, mais absolument réel. Un visage triste m'est apparu. J'ai demandé, mais qui es-tu? Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai eu que ce visage. Ensuite, après des exorcismes et compagnie qui n'ont rien donné, me sont apparus les chakras, c'est-à-dire les roues. Que vous ne connaissiez pas, hein, vous saviez pas ce que c'était parce que vous le saviez tellement peu que vous l'avez écrit avec un S dans votre texte. Donc je me suis dit vraiment, il les connaissait pas. Chakra avec un S, c'est plutôt un C. Hein. Donc je me suis dit vraiment. C'est un C, mais je peux faire qu'il y a des fautes d'orthographe. Non, mais c'est pas ça voulait dire que vous les connaissiez pas, c'est tout. Oui, je ne savais pas ce que c'était. Et 2 ans après, connaissez-vous la librairie, je crois qu'elle s'appelle Bleu, ou je sais pas, de la rue Trousseau, ça vous dit quelque chose peut-être?
Donc, 1 ou 2 ans après, donc je vais dans cette librairie ésotérique, j'achète un livre sur les chakras, et puis là, tout à coup, je dis, mais c'est pas possible. Parce qu'il y a, si vous voulez, la symbolique des chakras qui ressemble à des fleurs, et la réalité des chakras. Et les chakras, ça ressemble exactement à des roues de bicyclette. Et j'en ai vu 2, dont un qui est l'Ajna chakra, qui est une roue avec plein de rayons à l'intérieur. Et quelle couleur? Gris argenté. Ok. Et je n'ai aucun... Alors là, je peux vous dire que je n'ai aucun doute par rapport à tout ce que je dis là, puisque les lumières que j'ai vues, les 7 points lumineux qui forment une forme géométrique, étaient blanches, et les chakras, et les 2 chakras que j'ai vus, un avec beaucoup de rayons, un autre avec moins de rayons. Et le deuxième était de quelle couleur? Pareil, gris argenté, mais avec beaucoup moins de rayons à l'intérieur. Ouais. Je pense que c'était un chakra qui était plus bas. Ouais. Suite à ça, si vous voulez, en allant dans les églises, quand je prie, plus maintenant, bizarrement, ça ne m'arrive plus, mais je prie, toujours. J'avais comme la sensation d'une corne qui poussait. Comme la licorne, quoi, si vous voulez. Au-dessus de la tête? Ou entre les 2 yeux? Non, entre les 2 yeux, exactement. À l'endroit réel du chakra. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant parce qu'on a déjà fait 23 minutes, vous voyez. Donc, je sais pas si on arrivera à tout raconter dans l'émission. Oh, si. Donc, je mets la pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Merci, Joël. C'est vous qui l'avez choisi, hein. Amanti Mina. On va reprendre tout de suite parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de l'Amande FM après cette première partie d'émission et cette première partie de musique Amanti Mina, Caterpillar 1991. On poursuit sur cette histoire folle de Christian Le Gall autour de son livre Paris est une gazelle, mais plutôt autour de son expérience personnelle, le thème étant la Kundalini, une expérience à vivre ou une expérience à éviter. Alors ensuite, vous êtes toujours là, Christian? Oui. Alors ensuite, vous entendez des bruits dans votre tête qui sont même audibles absolument. à l'extérieur. Ah oui, c'est-à-dire que parmi les symptômes, il y a des craquements. Je sens absolument donc une force dans mon dos, comme si je portais un sac de patates, imaginez, en permanence. Et il y a des craquements. Et je me souviens, je faisais un stage de musique puisque j'ai étudié le chant lyrique, haute compte, contralto. C'est le registre le plus grave dans ce domaine. Et j'étais avec des musiciens qui me disent, mais c'est bizarre, tu fais du bruit. Évidemment, ils ont l'oreille musicale et ça s'entend absolument à l'extérieur. C'est comme un criquet. Et en effet, mais je ne savais toujours pas ce que je vivais. Pour moi, j'avais une entité sur le dos, basta, terminé. Bon. Et est-ce que vous faites encore des bruits maintenant? Oui, absolument. Absolument. Selon mon état, je pense quand j'émets des ondes alpha. D'accord. Alors on avance. Après, vous avez Orla. Ah oui, mais encore avant. Un tout petit peu, mais ça va aller vite. Pendant ces mêmes périodes, ces années 90, j'ai donc fait des rêves lucides. Où moi-même, bizarrement, je pratiquais l'exorcisme. J'étais exorciste dans ces rêves. Et je me réveillais complètement crevé. C'est-à-dire que j'étais absolument conscient que je rêvais et je décidais de mes actes dans mes rêves. J'ai oublié de préciser que pendant toutes ces années, fatigue chronique, j'ai perdu du jour au lendemain quand ça a démarré 30% de mon énergie. Voilà. Et donc... ensuite apparaît Orla. Alors parlez-nous d'Orla en quelques mots. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu donc je ne peux pas tout décrire, tous les phénomènes paranormaux. Un des phénomènes intérieurs, pareil, dans le noir des paupières, je ferme mes yeux. 3 mois après le décès d'Orla, j'étais en train de poncer mon parquet, vraiment, je ne pensais pas du tout. Tout à coup, pof, une splendeur m'apparaît, mais vraiment une splendeur. Donc Orla, qui était votre amie transsexuelle. Absolument. Orla était une amie transsexuelle, prostituée et tout, et je peux vous dire que c'était une sainte. Excusez-moi, mais je suis au bord des larmes de penser à elle. Et Orla, d'ailleurs, se manifeste toujours puisqu'elle joue chez moi, en Bretagne, avec ses photos qui apparaissent, disparaissent, etc., tombent sous mes yeux, tombent, enfin, etc. Et donc,
si vous voulez, le dernier phénomène paranormal grandiose que j'ai eu, avant de savoir ce que je vivais, en 2003, j'étais à vélo. D'où le titre Paris est une gazelle. Et donc là, vraiment, je peux vous dire que le portail des cieux s'est ouvert. Tout à coup, j'étais boulevard Magenta, en pleine nuit. C'était quand il faisait si chaud, là, hein? Il faisait très chaud. Oui, c'était au moment de la canicule où tous les gens sont morts. Et j'ai cru que j'allais crever. Et donc le portail des cieux, le portail des cieux s'est ouvert. Et qu'est-ce que vous avez vu? Ah c'est indescriptible. Mais alors pas du tout de tunnel ni rien du tout. À la seconde, à la nanoseconde, j'ai été projeté dans une autre dimension. C'était d'une beauté indescriptible, c'est-à-dire que des arbres dégageaient des vibrations de couleurs invraisemblables. Un amour, j'ai ressenti un amour extraordinaire, mais ineffable. Il n'y a pas de mots pour dire ça. Et c'est pour ça que vous voulez pas que les gens lisent ce livre avant 27 ou 28 ans, parce que le titre de l'émission, c'est quand même une expérience à vivre ou à éviter, donc il n'y a pas que du mauvais dans cette expérience. Mais écoutez, j'en suis presque au bord des larmes. Mais vous vous rendez, mais quelle souffrance j'ai vécue. J'ai mis 25 ans à savoir ce que j'avais. Et vous l'avez su bien plus tard. Comment ? Parce que là, on parle de la Kundalini, mais tout ce que vous nous racontez, vous saviez pas que c'était la Kundalini. À quel moment le mot Kundalini est arrivé dans cette histoire? Alors, il est arrivé en réalité avant, mais je suis tellement bête que je n'ai fait aucun lien entre ce que je vivais et la Kundalini. Puisque c'était des expériences de yogi. Le premier livre paru en France, c'était Gopi Krishna, qui a écrit un livre qui était bleu à l'époque, donc de couleur bleue, la couverture était bleue. Kundalini, j'ai lu le bouquin, je n'ai fait aucun lien. Pour moi, j'étais possédé, point barre. Voilà. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne justement sur cette nuit là où vous dormiez à Paris, là, quand vous étiez pauvre. Sur votre blog, le brebisgaleux.blogspot.fr, vous dites, attendez que j'essaye de retrouver, et me revint ce souvenir, celui de Gérard, la seule personne que j'avais rencontrée à Paris et qui souffrait de troubles, à mon avis, plus spécifiques de la Kundalini, un mal-être associé à une sensation de courant électrique dans la colonne vertébrale et de chaud et de froid. Cela était survenu après le décès de son père. Après l'avoir rencontré, je lui avais suggéré d'aller voir le docteur T et le clairvoyant G. Il n'en eut pas le temps, ayant préféré se suicider plutôt que de continuer. Donc ça veut dire que ce Gérard, vous l'avez revu après alors? Parce que là, je l'ai jamais revu. Je l'ai jamais revu. On ne comprend pas. Ce garçon, je l'ai vu deux fois. Je lui ai dit d'aller voir le Guilbert. Mais comment vous pouviez connaître Guilbert puisque vous n'aviez pas encore vos problèmes? Alors là, je me souviens, alors mon texte est maladroit. Bien sûr que si, j'avais mes problèmes. D'accord, mais parce que vous dites celui de Gérard, la seule personne que j'avais rencontrée à Paris. Ah oui, ça veut pas dire que c'était ce Gérard que vous aviez rencontré quand vous aviez 21 ans, d'accord. Ah non. Voilà, moi j'avais cru que c'était Gérard que vous aviez rencontré quand vous aviez 21 ans. Non. J'ai rencontré Gérard, j'avais 27 ans. D'accord. Et donc j'avais 6-7 ans de Kundalini derrière moi, et lui il en avait 2. Et il s'est suicidé. Ouais, alors moi je voudrais revenir au moment où vous aviez 21 ans. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces jeunes? Est-ce que vous avez pris des drogues? Est-ce qu'il y a eu une sorte de partouze ou je ne sais quoi pour faire monter là? Non, mais c'est bien de le savoir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette Kundalini se déclenche? Il s'est passé, si vous voulez, je ne peux pas donner de détails trop parce que les personnes sont encore vivantes et je ne vous ai cité que des personnes décédées. Comme non. Donc, je suis très prudent par rapport à ça. Je ne tiens pas à impliquer. Si vous voulez, j'avais la capacité, un peu comme Sainte Thérèse d'Avila, de me provoquer des extases. Elles étaient mi-érotiques, mi-mystiques, si vous voulez. Et j'ai été dans cette pièce, mais complètement extasié, sans avoir pris le moindre drogue. Et mais je sais pas comment dire, je me souviens, j'étais complètement arc-bouté, extasié, totalement, dans une telle euphorie de la jeunesse et de la joie de vivre.
Voilà mon état. Je peux pas dire plus. D'accord, donc il y avait pas, parce que souvent ça monte après une expérience de sexualité, hein, la Kundalini, ou dans des trucs tantriques et tout ça. Donc là, c'est... Oui, mais par contre, bon, j'ai pas raconté les détails, mais il y avait tout de même il n'y avait pas de partouze, hein, mais il y avait une ambiance érotique tout de même dans cet appartement. Okay. Donc, ce n'est pas dissocié de la sexualité. Non, il y a toujours un côté sexuel dans alors, absolument. À quel moment vous avez rencontré Sylvie Détiolas et voilà. Et donc, c'est il y a 6-5 ans que j'ai rencontré. Alors, d'abord, j'ai engueulé Guinbert, qui est mort depuis très longtemps. En 2011, j'étais tellement fatigué, je voulais tellement mourir. J'ai pris, disons, psychologiquement Guinbert par le callback, je l'ai engueulé, il est mort, hein. Mais je dis, bon, maintenant Guinbert... C'est pas vous qui l'avez tué quand même. Non, il est mort depuis lurette. En 2011, je l'ai pris, si vous voulez, spirituellement par le callback, je lui dis, Guinbert, maintenant tu vas me dire la vérité, tu vas m'emmener chez quelqu'un qui va me dire ce que je vis. Et là, je suis scorpion ascendant lion, vous pouvez sentir le potentiel je suis quelqu'un de rageur, moi. C'est pour ça, c'est grâce à la rage et au sens de l'humour que j'ai pu survivre. 3 semaines après, j'étais donc chez, je ne sais plus son nom, mais chez un rebouteux de Gex, 15 jours plus, à qui j'ai raconté mes symptômes, et qui a le même symptôme que moi, c'est-à-dire il peut rentrer en contact avec la Kundalini. Je l'ai vu faire. Il fait une Kundalini harmonieuse, et quand il prend contact avec la Kundalini, il ondule comme un serpent. Moi, quand je prenais à l'époque contact avec cette Kundalini, parce que je peux rentrer en contact avec cette force dans le dos, c'était totalement saccadé parce que je haïssais cette force. Oui, il vous a dit de faire la paix avec elle et de travailler avec elle. Voilà. Il me dit, mais vous n'êtes pas possédé. Je dis, comment je suis pas possédé? Non, vous n'êtes pas possédé. Vous faites une Kundalini. Je suis tombé des nues. Vous êtes passé du possédé au kundalinisé. Je dis, moi, j'appelle les kundalinos. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, Sylvie Détiolas? Alors, elle vous a dit... 15 jours après, je prends contact donc avec Claude Charles Fournier, qu'il faut citer aussi, et Sylvie Détiolas de l'Institut, je sais plus comment ça s'appelle, Noésis à l'époque, ça s'appelait. Ça a changé de nom. Sylvie Détiolas est une femme formidable. Et je voudrais juste lancer un appel aux scientifiques. Mais mon Dieu, nous avons, comme dit le docteur Charbonnier, assez d'exemples de EMI, assez d'exemples de Kundalini maintenant. Prenez ça au sérieux et étudiez ça. Et vraiment, je salue, je veux dire, ces 2 personnes qui sont de Genève en Suisse, dont le docteur Détiolas et Claude Charles Fournier. Donc, je lui envoie un courriel, je lui décris tous les symptômes, ce que vous avez lu à peu près, et diagnostic Kundalini. Mais elle vous a pas dit comment régler le problème? Alors, très intéressant comme question. Est-ce qu'on l'a fait en 3e partie d'émission? On fait la pause et vous y répondez juste après la pause? Voilà, je vous remercie infiniment. Bon, allez, c'est parti. On repart avec Amanti Mina. Sans plus attendre, on va terminer cette émission avec Christian Le Gall, toujours autour du thème de la Kundalini, cette Kundalini qui peut nous tomber dessus sans qu'on y prenne garde, sans avoir besoin d'aller faire du tantrisme, ou d'aller s'y essayer. Et si on fait cette émission ce soir, c'est peut-être pour éviter que des gens jouent un peu avec le feu, puisque c'est quand même un grand feu. Oh là là! Un grand feu qui brûle. Absolument. Je pense que vous savez, vous avez entendu parler certainement des histoires d'autocombustion. Oui. Je pense que c'est associé à la Kundalini. Et parce que c'est véritablement un feu, alors excusez-moi l'expression, mais réellement, c'est un feu au cul. Oui, le feu au cul, ne pas pouvoir regarder les gens dans les yeux, de l'impression qu'on est Satan, d'avoir un truc, pas pouvoir s'asseoir, et puis surtout d'avoir l'impression que la tête va exploser et qu'on va devenir fou, et qu'on a le diable dans les yeux, ça c'est clair, ça, que tout le monde le voit, c'est ça, hein, que tout le monde le voit. Non, ça vous a pas fait ça? Oui,
c'est-à-dire, donnez-moi, que voulez-vous dire exactement? C'est-à-dire que vous aviez tellement dans le regard ce feu au cul que n'importe qui pouvait le voir en vous rencontrant. Là, c'était pas au sens érotique du tout. Au contraire, j'ai fait fuir les gens. C'était pas feu au cul au sens sexuel du terme. C'était d'une autre nature. Vous savez quelle est la phrase qui m'a fait arrêter le chant lyrique? Non. Je l'ai pas mis dans le texte. Je me souviens pas. Sans doute, mais je l'ai mis là. Par contre, j'ai pris cet élément. Ça, il y a dans mon roman, il y a beaucoup de choses inventées, totalement inventées. Mais tout ce qui est paranormal dans mon roman n'est pas inventé du tout. Tout ce qui est paranormal est absolument vrai. Le fil conducteur est réel. Alors, ce qu'on trouve sur votre blog, le Brebis Galeux, là, c'est pas le roman, hein, c'est votre histoire. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire la première page, c'est la 4e de couverture du roman. Donc le roman, la couverture faite par ma sœur va paraître donc d'ici une dizaine de jours à peu près. Donc Paris est une gazette. Donc si vous voulez, ce qui m'a été dit suite à un spectacle m'a tellement scié, mais je ne savais pas encore que c'était la Kundalini. Quelqu'un, à mon avis, une forme d'initié, peut-être franc-maçon, je ne sais quoi. Quelqu'un a dit la chose suivante qui m'a horrifié. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose, à mon sujet, j'avais une voix extraordinairement puissante dans mon domaine. Quelque chose l'habite qui le rend terrifiant. C'est ce que je vous dis, ça se voit dans les yeux. Oui. C'est comme si on était possédé. C'est pour ça qu'au début, vous avez pensé que vous étiez possédé. Parce que ça m'a été dit. Et que si vous voulez, le problème des gens m'ont dit mais retournez-vous vers Jésus et compagnie. Mais je dis je me suis retourné vers Jésus. Mais j'ai prié, des exorcismes. Mais des exorcismes, je vous en ai décrit un peut-être où l'Esprit Saint est descendu en moi. Mais des exorcismes, j'en ai subi au moins 10. Et donc rien. À la fin de la deuxième partie, on se posait la question de savoir comment on fait pour en sortir. Alors, très bonne question. Je crois qu'on s'en sort pas. Moi, je pense qu'on peut s'en sortir. Tant mieux. Alors, vous allez m'expliquer pourquoi, mais je vais vous citer le docteur Sylvie Détiolas. Par contre, je peux aider, ça je propose, par contre, vous pouvez donner mon adresse internet, je me propose d'aider éventuellement des gens qui connaissent ça pour pouvoir au moins échanger avec eux et leur donner quelques petites pistes. Le docteur Détiolas a dit la chose suivante il y a peu de temps dans un congrès, je sais pas, un congrès, enfin, c'est sur Internet. Elle a dit, donc elle condense un tas, des centaines de cas de Kundalini, de gens qui viennent totalement affolés et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et elle a dit la chose suivante, d'un air très grave, la plupart des Kundalini n'aboutissent pas. Ça veut dire quoi? N'aboutissent pas, ça veut dire... Ça veut dire que les gens restent avec leurs symptômes désagréables toute leur vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi c'est un feu qui monte. Oui. Moi, je vous en parle parce que j'ai failli péter les plombs avec ça, mais je m'en suis sortie, donc je peux vous dire, on peut s'en sortir. C'est un feu qui monte et à un moment, il va sortir à un des chakras qui est le plus faible. Donc, il faut le laisser monter et la seule manière de sortir ce feu, c'est l'amour, mais pas l'amour, c'est pas l'amour physique, c'est d'arriver à travailler sur l'amour et à sortir ce feu et à le laisser sortir. Il faut le laisser sortir. Si vous le laissez pas sortir, et ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment, vous avez eu une entrée par le chakra coronal et comment ça se fait que vous n'avez pas réussi à... je ne sais pas. Plein de fois. Mais non seulement, mais je vous ai dit que j'ai vu la porte des cieux. Donc Dieu s'est adressé à moi, Dieu je sais pas si c'est Dieu, mais en tout cas, un de ses agents, on peut dire, c'était extraordinaire. Et ce moment était, je l'ai mis dans le roman, ça, par contre. Eh bien, c'était tellement extraordinaire, mais cette force, c'était tellement amour,
et cette force d'amour à laquelle j'ai été confronté, consciente évidemment totalement, me connaît par cœur, elle connaît mon sale caractère, et elle m'a dit, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit textuellement: tu es un fils de la lumière. Ben c'est ça, il vous disait que le feu, de toute façon le feu et la lumière c'est la même chose, hein, sauf qu'il y en a un qui brûle et l'autre qui brûle pas. Donc c'est ça, il y a sûrement que moi je fais cette émission pour dire qu'il faut pas toucher à ça, mais je fais cette émission aussi pour dire qu'on peut s'en sortir. Oui, je ne suis pas aussi optimiste que vous. Ben si. C'est-à-dire que Sylvie Détiolas dit, je répète, la plupart des Kundalini n'aboutissent pas. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la sortie. Oui, mais c'est une majorité de gens. Si vous voulez, dans les débuts de Kundalini, il y a le danger du suicide, le danger de la folie, le danger de la mort. Oui, on est d'accord. Mais ceux qui passent ce danger-là, enfin bon, je pense quand même que vous ne pensez pas rester avec ça jusqu'à la fin de vos jours. Ah, vous vous trompez, Joël. Vous avez accepté le fait. Ah, tout à fait. Ça vous plaît maintenant? Non, ça me plaît pas. C'est ainsi. J'ai tout fait. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir une vie équilibrée. Par exemple, je n'ai quasiment pas de vie sexuelle, etc. Parce que de toute façon, je serais épuisé si j'en avais une. Je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je suis quasiment chaste. Je ne peux pas me permettre ce type de bagatelle. Non. Physiquement, je peux pas. Vous en avez même pas envie, je pense. Je sais pas. Je ne fais même pas de rêve érotique. Rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour terminer cette émission? Il y a ce livre, Paris est une gazelle. Qui va apparaître bientôt. Qui va apparaître bientôt. Il y a le site Le Brebis Galeux avec un seul E. Il y a un ancien livre qui est toujours en vente qui s'appelle Voyage à Muxandor. Pareil, que je ne recommande pas aux gens en dessous de 27-28 ans. Et ça, j'insiste. Hein. Je suis de ce côté-là, si je pouvais faire une censure, je censurerais mon livre. Parce que pour moi, par exemple, un auteur extrêmement dangereux, oui voilà, j'ai oublié de le citer lui, c'est un auteur à qui j'en veux beaucoup, mais c'est de ma faute, j'étais un idiot. C'est Georges Bataille. Ça, je l'ai pas développé, ça. Mais Georges Bataille est un auteur que j'ai lu beaucoup quand quand je faisais mes études à Bordeaux, et qui parle de transgression et de transgression psychique. Eh bien, j'ai obéi à Georges Bataille. J'ai lu, et pour moi, il est horriblement dangereux, aussi dangereux que l'auteur des Chants de Maldoror. Je sais plus son nom. Oui, moi aussi, je l'ai sur le bout de la lèvre, mais les chants de Maldoror, je l'ai sous le bout des lèvres, mais... Et malheureusement, ma propre écriture est dangereuse. Je la considère comme dangereuse parce qu'elle est érotique. Je ne peux pas m'empêcher. Ne serait-ce que votre blog, hein. Quand on rentre dedans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les Chants de Maldoror. Le Chant de Maldoror je sais pas. Donc c'est érotique. De Lautréamont, tout bien sûr, Lautréamont. Lautréamont. Oui, c'est ça. Parce que c'est érotique et ésotérique. Et donc le cocktail, attention, explosif. Oui, mais il y a des gens qui ont lu les Chants de Maldoror, je les ai lus, ça m'a pas rendu... Ah non, voilà. Bien sûr que non, mais Georges Bataille parle de transgression psychique et tout le Bataclan. Bon, de toute façon, je suis un être bizarre, je le sais. Ça se voit quand on rentre sur le blog. Hein. Quand même, j'ai vu des choses, je me suis dit, bon, déjà, vous étiez quand même un peu dans la transsexualité, dans des... Ah non, je suis pas... Non, pas transsexuel, mais bon, vous en avez connu autour de vous. Dans les années 80, il n'y en avait pas tant que ça. Je veux dire, vous étiez... Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec ces gens-là. Hein. Non, mais je ne dis pas que vous avez eu des relations sexuelles, mais on voit déjà quand on va sur votre blog que vous êtes... c'est pas le Petit Prince, quoi. J'ai été enfant de cœur. Hein. Oui. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'on fait avec cette Kundalini? Moi, je suis persuadée qu'on peut s'en sortir. C'est un serpent, hein. C'est un serpent qui monte le long de votre colonne vertébrale, qui essaye de prendre de la place. Et aussi, tout ce qui est intronisation, c'est la même chose. Hein. Ceux qui disent qu'ils ont été intronisés, c'est un peu le serpent. Ah, je n'ai pas. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc, c'est quelque chose
qui rentrent, qu'on n'a pas forcément laissé rentrer. Mais moi, je pense qu'on a un esprit qui est toujours plus fort et qu'on peut toujours chasser le... Alors, je suis pas d'accord avec vous. Est-ce que vous me permettez de pas être d'accord? Et vraiment, j'ai 30 ans d'expérience. La Kundalini est levée dans le coccyx. Et on dit dans le sacrum, on dit j'ai compris, et bizarrement sur Internet, jamais je l'ai vu. Et j'ai compris, j'ai fait cette découverte extraordinaire. C'est-à-dire, c'est tout simple. Il est dit que le serpent est levé 3 fois et demi. Eh bien, pourquoi? Le petit os qui démarre, je sais pas comment quel est son nom, qui démarre là au sacrum, c'est comme une petite coquille avec une spirale qui fait 3 fois et demi le tour. Donc, ce n'est pas quelque chose qui rentre en vous, c'est quelque chose qui est en sommeil en vous. Oui, mais je veux dire, dans certaines pratiques de yoga, il y a des montées de Kundalini qui sont pas néfastes, mais il faut justement nettoyer ce qu'on appelle les nadis le long de la colonne vertébrale. Il faut que ce soit propre. Si vous faites passer dans une cheminée qui est bouchée, je veux dire, ça fait de la fumée dans toute la maison. Donc il y a une façon de s'en sortir. Mais je suis d'accord, mais n'empêche, vous avez lu le livre de Gopi Krishna? Non, j'ai pas lu sur la Kundalini. Eh bien, Gopi Krishna, tout yogi qu'il était, il a cru en crever. Ah, mais je vous dis pas le contraire, surtout en devenir fou. C'est surtout que, devenir fou, mais bien sûr, crever. Non, je suis d'accord avec vous. C'est une énergie qu'il faut pas toucher. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Ne vous amusez pas à aller jouer avec ça. Et pour ceux qui se sont fait prendre, parce qu'on n'est pas toujours conscient quand ça nous arrive, je pense qu'il y a des solutions pour s'en sortir. Et ces solutions, elles vont passer justement par un travail sur l'énergie, qui est un travail sur le feu. Faut le laisser monter, faut pas avoir peur du feu. Faut laisser griller ce qu'il a à griller, et il faut aussi pouvoir l'éteindre. Et la seule façon de l'éteindre, c'est l'amour. C'est ça qui est dingue. C'est comme ça. Moi, l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Moi, l'amour, je ne l'ai vécu qu'avec mes animaux. Je n'ai jamais eu de relation avec quiconque. Non, mais l'amour, vous le vivez avec une fleur, avec n'importe qui, avec cette émission qu'on est en train de faire en ce moment. Ah oui, je sais. Parlez-nous de votre chienne, alors. C'est un grand drame dans ma vie. Oui. Je l'ai perdu il y a 5 mois, et c'est le plus grand chagrin d'amour de ma vie. Et contrairement à mon chat, qui était aussi un très grand chagrin d'amour, Ouzépé, eh bien, avec mon chat, j'ai eu des phénomènes paranormaux. Vraiment, et mon chat s'est manifesté à moi. Il s'est manifesté à ma sœur aussi, qui fait la couverture de mon livre, c'est son métier. Elle est infographiste au départ. Et elle a fait une très belle couverture et tout à fait inquiétante, et c'est tout ce que je veux, parce que moi je tiens tout de même à inquiéter, parce qu'il faut pas aller dans cette voie-là. Oui, mais pour ceux qui y sont déjà, le fait de leur dire que c'est à vie, c'est pas une bonne solution. Alors, écoutez, moi je peux essayer de leur donner quelques tuyaux. Ça, je peux vous donner mon adresse internet, mais ça je peux. Mais certains, paraît-il, arrivent à arrêter. Vous me dites que vous avez réussi à arrêter ce processus. Il y en a plein qui ont réussi à s'en sortir. Eh bien, alors pourquoi Sylvie Détiolas dit-elle? Parce que les gens qui viennent la voir, c'est que des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, mais il y a tous ceux qui s'en sont sortis, qui n'ont pas eu besoin d'aller la voir. Voilà, si on commence à mettre une étiquette sur quelque chose en disant que c'est incurable, vous devenez incurable. Mais tous ceux qui s'en sont sortis, il y en a quand même qui s'en sont sortis, qui n'ont pas eu besoin d'aller voir Sylvie Détiolas. Il faut simplement aussi rappeler que dans les années 80, quand ça a démarré, mais personne ne parlait de Kundalini. À la limite, on parlait un petit peu de chakra. La plupart des gens ont entendu parler des chakras, vaguement et ça. Mais Kundalini, le mot était quasiment inconnu. Et c'est que depuis les années 2000 qu'on en parle pour de bon. Et vous imaginez, moi je suis un avant-gardiste entre guillemets. Façon de parler, parce que ça m'est arrivé dans les années 80. Bon, sûrement il y a eu d'autres Kundalini, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font des Kundalini qui sont dans des hôpitaux psychiatriques. Oui, et ce qui est très étonnant, puisqu'on parle de ça, c'est que dans ces années-là sont arrivés aussi tous les NDE. Cette ouverture dans le ciel, voilà. C'est un peu aussi la même chose. Donc on peut se poser des questions, on n'aura pas toutes les réponses ce soir, comme d'habitude. En tous les cas, je vous remercie. Rappelez le titre de votre livre. Paris est une gazelle, d'ici quelques jours. D'accord. Et on vous retrouve où sinon sur le blog?
voilà, qui est passé du brebis galeux à le gallinacé. Mais si vous tapez l'un et l'autre, vous tomberez. De toute façon, je pense que quand le livre va sortir, je vais arrêter le blog pendant un moment. C'est-à-dire que je pense que je laisserai la couverture du livre en premier, et puis parce que là, mes pauvres lecteurs vont être absolument ahuris. Bah déjà, s'ils vont sur le blog, il y a de quoi se poser des questions. Je sais pas. Je suis très cynique. Non, mais je veux dire sur ce qui vous est arrivé. Je vous remercie, Christian Le Gall. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est terminé. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.